Je m'appelle Marc. J'ai 32 ans. Il y a exactement 3 mois, les personnes même qui m'ont mis au monde, ma propre mère et mon propre père, ont complètement vidé toutes les économies de ma vie pour financer des vacances de luxe à mon frère aîné et à sa famille. Pendant ce temps, je me tuais littéralement à la tâche, sacrifiant ma jeunesse, ma santé, et versant chaque dollar de mon salaire durement gagné sur un compte joint pour sauver notre maison familiale de la saisie immobilière. Ma mère a eu l'audace absolue de m'envoyer un SMS qui disait « Nous sommes en vacances à Miami avec la famille de ton frère. Nous avons vidé le compte joint. » Ah. Ils se sont moqués de mon épuisement total. Ils m'ont humilié, me traitant comme un distributeur automatique jetable plutôt que comme un être humain, plutôt que comme leur propre fils. Mas il y avait un secret monumental et catastrophique qu'ils ignoraient. Le réseau bancaire même qu'ils utilisaient pour me voler, l'infrastructure sur laquelle ils comptaient pour financer leur trahison extravagante, était protégée par le logiciel de détection des fraudes que ma start-up technologique venait de déployer avec succès. Et au moment même où je vous parle, ils sont assis dans un tribunal glacial, confrontés à une enquête fédérale, complètement ruinés et me suppliant de retirer les preuves. Avant de vous raconter exactement comment j'ai transformé leur arrogance en leur destruction absolue, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que le karma récupère toujours ses dettes. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons au moment précis où mon monde s'est effondré et à la façon dont j'en ai reconstruit un nouveau à partir des décombres. C'était un mardi matin glacial typique dans les bureaux de ma start-up technologique, dans le centre-ville de Wichita, au Kansas. Dehors, le ciel était d'un gris ardoise morne, mais à l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Une odeur de café noir bon marché remplissait l'air, se mêlant au bourdonnement des serveurs de grande puissance en arrière-plan. Ce bourdonnement me procurait habituellement un profond sentiment de paix. C'était le son du progrès. C'était le son de mon avenir. J'étais au milieu d'une présentation cruciale, décisive, devant un client d'entreprise potentiel. Debout devant un tableau blanc, un marqueur à la main, je souriais en leur présentant nos derniers protocoles de cybersécurité. Mon adrénaline montait. Cet accord pouvait enfin nous faire connaître et me permettre de toucher un vrai salaire pour la première fois en 2 ans. Puis, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une seule vibration, brève et nette. Je suis un professionnel. D'ordinaire, j'ignore mon téléphone pendant les réunions, le laissant strictement sur silencieux. Mas j'étais sur les nerfs parce que j'attendais une mise à jour critique de la banque concernant le paiement de l'hypothèque de la maison de mes parents. Les impôts fonciers étaient dus et mon père me harcelait sans relâche à ce sujet. J'ai pensé que la banque signalait peut-être un retard de transfert. Alors, avec un sourire poli, je me suis excusé, j'ai sorti le téléphone et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, gardant mon attitude professionnelle parfaitement intacte. Le message venait de ma mère, Hélène. Ce n'était pas une alerte bancaire. C'était une bombe nucléaire. Marc, nous sommes en vacances à Miami avec Thomas et Sophie. Nous avons vidé le compte joint. Ah, tu travailles trop, mon chéri. Laisse-nous gérer les finances. N'oublie pas de verrouiller la maison si tu y passes. J'ai arrêté de respirer. L'air a tout simplement disparu de mes poumons. Les mots ne s'enregistraient pas dans mon cerveau au début. Je les ai relus encore et encore. Vider le compte joint. Ce compte n'était pas un fonds de poche. Ce n'était pas une tirelire pour les vacances. C'était la bouée de sauvetage absolue et non négociable pour l'immobilier de notre famille. Il contenait des années de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Mes déjeuners sautés, mes week-ends annulés, l'argent que j'étais censé utiliser comme apport pour ma propre vie, pour peut-être un jour fonder ma propre famille. Tout cela avait été complètement rayé d'un seul coup. J'ai senti une décharge d'adrénaline froide et paralysante frapper la base de ma nuque, se propageant le long de ma colonne vertébrale comme de l'eau glacée. J'ai agrippé le bord de la table de conférence. Je l'ai serré si fort que je sentais le grain du bois s'enfoncer dans ma peau, mes articulations devenant complètement blanches. Ma propre mère, ma propre chair. J'ai regardé de l'autre côté de la table envers le client qui sirotait son eau, complètement inconscient du fait que mon univers entier venait de s'effondrer. Je me suis excusé pour exactement 10 secondes, faisant quelques pas vers la fenêtre. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté ce téléphone coûteux contre le mur de briques. Même si chaque fibre de mon être,
chaque instinct primitif en moi voulait détruire quelque chose. La trahison était si profonde, si viscérale, qu'elle a dépassé la colère pour se transformer en un calme terrifiant et contre nature. J'ai regardé le SMS. Le « Ah » était la partie qui m'avait brisé, puis qui m'avait instantanément reconstruit en quelque chose de tout à fait différent. Il ne se contentait pas de me voler. Il se moquait de mon dévouement. Il riait de mon sacrifice. J'ai déverrouillé l'écran. Je n'ai pas écrit un paragraphe de rage. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement tapé 2 mots, appuyé sur envoyer, et glissé le téléphone dans ma poche, bonne chance. Je me suis retourné, je suis revenu vers le tableau blanc, j'ai versé une autre tasse de café au client d'une main parfaitement stable. Et j'ai entrepris de conclure le plus gros contrat de toute ma vie. Extérieurement, j'étais l'image même d'un entrepreneur calme, posé et prospère. Mais intérieurement, un véritable ouragan se formait, rassemblant ses forces, se préparant à raser complètement la côte. Dès que le client m'a serré la main, a signé la lettre d'intention et est monté dans l'ascenseur, le masque est tombé. Je suis retourné dans mon bureau privé, j'ai fermé la lourde porte vitrée et je l'ai verrouillée. Le clic de la serrure a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Je me suis dirigé vers mon moniteur principal et je me suis effondré sur ma chaise ergonomique. Les lignes de code qui défilaient sur l'écran noir me semblaient être les seules choses de l'univers qui avaient un sens logique à ce moment-là. Le code ne ment pas. Le code ne vous manipule pas lors des réunions de famille. Le code ne prend pas votre argent durement gagné pour vous rire au nez en sirotant des margaritas sur une plage. Le code exécute exactement ce pourquoi il est programmé. Ma partenaire commerciale, Chloé, a frappé doucement à la vitre. Chloé était la seule personne qui savait à quel point je me donnais du mal. Elle m'avait vu dormir sous mon bureau. Elle m'avait vu manger des nouilles instantanées pour le dîner tout en envoyant des milliers de dollars à mes parents. Je l'ai regardé à travers la vitre et lui ai fait signe de la main. J'ai levé un doigt. Donne-moi 1 minute. J'avais besoin d'un isolement total et absolu. Je me suis tourné à nouveau vers mon écran et j'ai saisi un code d'accès complexe, ouvrant un dossier caché et lourdement crypté sur mon bureau. Le fichier s'appelait simplement, et de manière assez dramatique, la vérité. Pour quiconque regardait de l'extérieur, le message de ma mère pouvait sembler être une trahison soudaine et choquante. C'était choquant, oui. C'était dégoûtant, mais ce n'était pas soudain. Je suis ingénieur. J'analyse des modèles pour gagner ma vie. Je construis des logiciels qui détectent les anomalies. Et au cours des 3 derniers mois, les anomalies au sein de ma propre famille étaient devenues trop massives pour être ignorées. J'avais vu les nuages d'orage s'accumuler à l'horizon depuis des semaines. J'avais ressenti les changements subtils et insidieux dans le comportement de mes parents. J'avais remarqué le sourire arrogant et immérité sur le visage de mon frère aîné, Thomas, lors des réunions de famille. Il croyait vraiment, sincèrement, avoir été plus malin que le cadet calme, travailleur et socialement maladroit. Il pensait qu'il pouvait s'emparer de ma sécurité financière, du filet de sécurité que j'avais construit pour eux, et s'en servir pour s'envoler vers Miami en première classe, louer des voitures de luxe. Séjourner dans des complexes 5 étoiles et se moquer de moi à des milliers de kilomètres de distance. Il pensait que je n'étais qu'un geek naïf qui subirait les abus, se plaindrait un peu, puis retournerait travailler 80 heures par semaine pour remplir à nouveau l'auge. Il n'avait absolument aucune idée que mon silence des dernières semaines n'était pas de la soumission. Mon silence était une préparation méticuleuse. J'avais déjà 10 coups d'avance sur eux. J'avais passé les 3 derniers mois à suivre discrètement, de manière obsessionnelle, la moindre de leurs empreintes numériques. Leurs appels téléphoniques chuchotaient quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Leurs paiements négligents par carte bancaire. Les changements subtils dans leurs transferts financiers. J'avais tout répertorié. J'avais construit un piège parfait et incontournable, et le SMS arrogant de ma mère, ce « ah » écœurant, était la dernière pièce de preuve définitive dont j'avais besoin pour verrouiller la cage. J'ai regardé le dossier sur mon écran. Il contenait des relevés bancaires, des journaux d'adresse IP, des captures d'écran de messages supprimés et des registres publics. C'était une guillotine numérique. Leur rêve de Miami était déjà sur un compte à rebours, et ils l'ignoraient totalement. Ils célébraient une victoire sur un navire que j'avais déjà torpillé. Je tenais le détonateur, et mon doigt survolait le bouton. Je devais juste m'assurer que la zone d'impact ne consumerait que, en me laissant totalement indemne.
Je me suis adossé à ma chaise, le cuir grinçant légèrement dans la pièce silencieuse. J'ai fermé les yeux, laissant le souvenir de la voix de mon père m'envahir. C'était un souvenir qui m'apportait autrefois un immense réconfort, un souvenir qui ancrait mon sens du devoir. Mais maintenant, il avait le goût d'un poison pur et simple. « Marc », m'avait dit mon père, Arthur, en posant une main lourde et apparemment affectueuse sur mon épaule il y a des années. Nous nous tenions sur le porche de la maison qu'il avait achetée dans les années 80. La peinture s'écaillait, les gouttières s'affaissaient, mais pour lui, c'était un château. Cette maison est notre héritage, mon fils. C'est ton héritage. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour la protéger. La famille est la seule chose qui compte dans ce monde. Quand le monde te tourne le dos, ton sang est tout ce qu'il te reste. Je l'ai cru. Que Dieu me pardonne, j'ai cru en la sainteté absolue de la famille. J'avais tout versé dans ce compte joint parce que je pensais construire une forteresse pour les gens que j'aimais. Je pensais être un bon fils. Je pensais mériter ma place dans la hiérarchie familiale, prouvant ma valeur par le sacrifice et le dévouement. Mais une forteresse bâtie sur des mensonges, la manipulation et l'avidité finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Je n'aurais simplement jamais imaginé, dans mes pires cauchemars, que les personnes même que je protégeais farouchement du monde extérieur seraient celles qui craqueraient l'allumette pour tout brûler de l'intérieur. J'ai ouvert les yeux, la tristesse résiduelle s'évaporant complètement pour faire place à une concentration froide, calculatrice et mécanique. Je devais remonter au début pour m'assurer que chaque pièce de ce puzzle était solidement en place. Je devais revoir la chronologie, non pas par nostalgie, mais par besoin d'une précision absolue. Je pensais que le pire était passé quand j'avais lu ce SMS. Je pensais que le choc initial était la partie la plus difficile. Je me trompais tellement. Le véritable cauchemar n'était pas le vol. C'était de découvrir la profondeur de la tromperie qui avait rendu ce vol possible. Laissez-moi vous ramener 3 mois en arrière. L'hiver à Wichita était brutalement froid. Le genre de vent cinglant qui s'infiltre dans vos os et vous fait vous demander pourquoi des gens ont décidé de s'installer dans le Midwest. Je vivais pratiquement dans mon bureau. Ma start-up en était à ses débuts, fragile et terrifiant. Nous construisions un protocole d'IA avancé pour la détection des fraudes, et cela exigeait des heures de travail insensées et épuisantes. Je mangeais des bagels rassis pour le dîner, je buvais du terrible café de bureau et je dormais sur un futon bon marché et bosselé acheté en solde chez Walmart. Je ne prenais absolument aucun salaire de l'entreprise. Chaque centime de profit, chaque once de revenu était réinjecté directement dans l'entreprise pour payer les coûts des serveurs et garder les lumières allumées. Mais malgré ma propre pauvreté, j'utilisais encore mes économies personnelles en baisse rapide pour maintenir à flot l'hypothèque familiale. Mon père Arthur m'avait convaincu, 1 an plus tôt, d'ouvrir un compte bancaire joint. L'économie est difficile, mon fils, disait-il au téléphone, sa voix dégoulinant de cette sollicitude paternelle lourde et fabriquée. Ta mère et moi avons des revenus fixes. La pension couvre à peine les courses. Thomas a une famille à nourrir. Tu sais combien les enfants coûtent cher. Si nous perdons la maison, nous perdons tout. Nous perdons l'ancrage de la famille. Alors, j'ai assumé. Je suis devenu le pilier financier de la famille. J'ai mis en place des virements automatiques. Chaque mois, une part massive de mes économies allait directement sur ce compte joint pour couvrir l'hypothèque, l'assurance et les services publics. Mais ces derniers temps, alors que l'hiver s'éternisait, les appels d'Arthur étaient devenus plus fréquents et son ton avait radicalement changé. Ce n'était plus une demande polie d'un père en difficulté. C'était l'exigence absolue d'un dictateur. Je me souviens de l'appel téléphonique exact qui a déclenché les signaux d'alarme dans ma tête. C'était un mardi soir vers 20h. J'étais profondément concentré, en train de déboguer une erreur de serveur critique qui menaçait de faire planter toute notre base de données. Mon téléphone a sonné. C'était Arthur. Marc, a-t-il aboyé dans l'appareil, sans même prendre la peine de dire bonjour. L'association des copropriétaires a envoyé une lettre. Les impôts fonciers ont augmenté. Il nous faut $1000 de plus sur le compte joint d'ici vendredi, sinon ils vont mettre un privilège sur la maison. Papa, ai-je répondu en me frottant les yeux brûlants de fatigue, essayant de ne pas laisser paraître ma frustration. Je viens de verser $3000 la semaine dernière. L'hypothèque n'est pas si élevée. Les frais de copropriété non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu remets en question ton propre père, a répliqué Arthur,
la voix montante de colère. Sais-tu ce que coûte l'entretien d'un bien immobilier de nos jours? Le toit a besoin d'être réparé avant que la neige ne fonde. Le chauffe-eau fait encore des siennes. Si tu ne veux pas que ton héritage tombe en ruine, tu dois assumer ta juste part. Ne sois pas égoïste, Marc. Ma juste part. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une gifle physique. Je payais absolument tout. J'étais le seul à contribuer. Pourtant, à ses yeux, je n'en faisais jamais assez. J'étais l'égoïste pour avoir posé une question de comptabilité de base. J'ai senti un nœud de pur ressentiment se serrer dans ma poitrine. Mais j'ai refoulé cela. J'ai transféré l'argent. J'ai avalé ma colère et je me suis remis à coder. Je me disais que c'était pour la famille. On ne tourne pas le dos à ses parents quand ils sont en difficulté. C'était la règle fondamentale avec laquelle j'avais été élevé. Mais cette règle était sur le point d'être brisée définitivement. L'ironie amère et exaspérante de ma situation était que pendant que je mangeais des nouilles bon marché, portais des chaussures vieilles de 15 ans et stressais pour le moindre centime de coup de serveur, mon frère aîné Thomas vivait comme un roi. Thomas était l'enfant prodige incontesté. Il était plus âgé. Il parlait plus fort. Il était traditionnellement séduisant, et il possédait un charme manipulateur et charismatique que mes parents adoraient. Il ne pouvait pas se tromper. Il était censé être un cadre marketing de haut vol dans une grande entreprise de la ville, se vantant constamment de sa dernière promotion, de ses énormes bonus de fin d'année et de ses options d'achat d'actions. Le contraste entre nos vies n'avait jamais été aussi écœurant que lors du dîner de Thanksgiving en famille. Je suis arrivé épuisé, vêtu d'un pull ordinaire, après avoir passé 4 heures à résoudre un problème de pare-feu. Quelques minutes plus tard, Thomas s'est garé dans l'allée à bord d'un Porsche Cayenne noir brillant tout neuf. Il est entré dans la maison vêtu d'un costume sur mesure, les cheveux parfaitement coiffés, semblant sortir d'un magazine. Sa femme Sophie le suivait, couverte de bijoux de créateurs clinquants et portant un sac à main qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ils ont complètement dominé la conversation à table. Thomas coupait la parole à tout le monde, se vantant bruyamment de son adhésion à un club de golf coûteux, de son portefeuille d'actions et de l'instructeur de pilates privé de Sophie. Ma mère, Hélène, buvait pratiquement ses paroles, ses yeux brillants d'une adoration absolue. « Oh, Thomas, nous sommes tellement fiers de toi », roucoulait Hélène, ignorant le reste de la table et lui tendant le meilleur morceau de dinde. « Tu as construit une vie si belle et prospère pour ta famille. Tu es un vrai chef de famille. » J'étais assis au bout de la table, silencieux, invisible, épuisé par une semaine de 70 heures de travail. Personne n'a pris de nouvelles de ma start-up. Personne ne m'a demandé si je dormais. Personne n'a demandé comment je gérais la charge financière massive de la maison. Lorsqu'une accalmie est enfin survenue dans les vantardises de Thomas, j'ai mentionné poliment que ma start-up venait de décrocher notre premier client de taille moyenne, une étape cruciale pour nous. Thomas s'est arrêté, m'a regardé et a gloussé. C'était un rire froid et condescendant qui m'a instantanément fait bouillir le sang. « C'est mignon, Marc », a dit Thomas en prenant une gorgée lente de son vin importé hors de prix. « Fais-moi signe quand tu commenceras à gagner du vrai argent. Jouer avec des ordinateurs est un passe-temps amusant, mais je peux peut-être te présenter des gens qui savent vraiment comment gérer une vraie entreprise. Tu sais, des gens avec de vrais salaires. » Ma mère a ri. Mon père a acquiescé en silence tout en mâchant sa nourriture. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût métallique du sang. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fixé mon assiette. Mais alors que je regardais Thomas couper sa dinde avec assurance, une pensée sombre, troublante et logique s'est glissée dans mon esprit analytique. Si Thomas était si incroyablement riche, s'il avait un tel succès, pourquoi avait-il complètement vidé son propre fonds universitaire des années auparavant? Pourquoi n'était-il jamais celui qui payait les factures de réparation d'urgence de la maison? Pourquoi le fardeau financier retombait-il toujours, sans exception, sur le fils qui ne faisait soi-disant que jouer avec des ordinateurs? Les calculs ne collaient pas, et je déteste les mauvais calculs. La semaine suivante, la fragile illusion de l'intégrité de ma famille a volé en éclats irréparables. C'était tard dans la nuit, vers 2 heures du matin. J'avais du mal à dormir, l'esprit accaparé par l'architecture des codes et les factures impayées. J'ai d'abord décidé de me connecter au portail bancaire joint, juste pour vérifier que le chèque pour les impôts fonciers que mon père avait exigé la semaine précédente avait bien été débité du compte. J'ai fait défiler les factures de services publics habituels, les courses,
Les frais de pharmacie. Puis mes yeux se sont figés sur une ligne qui a arrêté mon cœur de battre pendant une seconde. Un retrait de $5000. Le nom du commerçant indiquait « Oasis Travel & Leisure, Miami, Floride ». Je me suis penché vers mon écran, fixant l'affichage pendant une minute entière et douloureuse. $5000. L'hypothèque n'était pas due avant 2 semaines. Les impôts fonciers étaient prétendument déjà payés. Nous n'avions pas de vacances familiales de prévues. Mes parents n'avaient pas voyagé hors de l'État depuis des funérailles il y a 5 ans. Ils se plaignaient constamment d'avoir des revenus fixes. J'ai immédiatement affiché l'historique détaillé des transactions, les mains tremblant légèrement sur le clavier, l'estomac noué. Le débit était directement lié à la carte bancaire émise au nom de ma mère, Hélène. Je ne les ai pas confrontés immédiatement. Une confrontation basée sur une hypothèse est une erreur tactique. Je suis ingénieur. Je rassemble des données concrètes avant d'exécuter une commande. J'avais besoin de preuves. Le lendemain matin, dès le début des heures de bureau, j'ai appelé Oasis Travel & Leisure. J'ai pris ma voix de service client la plus polie, prétendant confirmer un itinéraire pour ma mère. Une femme enjouée nommée Isabelle a répondu au téléphone. « Oh oui, monsieur Keller », a dit Isabelle chaleureusement, le bruit de touches de clavier cliquetant en arrière-plan. « J'ai la réservation de Hélène juste ici. C'est un forfait magnifique comprenant des billets de première classe pour Miami, une suite de luxe au Grand Azur Resort, et un SUV de luxe qui attend à l'aéroport. L'acompte était de $5000, et le solde restant de $8000 sera débité sur la même carte le mois prochain. Puis-je vous aider pour les préférences alimentaires pour le vol ? » La pièce s'est mise à tourner. L'air me semblait rare. « Pour combien de personnes ?» ai-je demandé, la voix réduite à un murmure, luttant pour garder mon sang-froid. « 4 personnes, monsieur », a gazouillé Isabelle. « Pour Hélène, Arthur, Thomas et Sophie. Ça s'annonce comme une belle escapade en famille. » J'ai raccroché le téléphone sans dire au revoir. Je suis resté assis en silence pendant un long moment. Ma propre famille. Mes parents prenaient activement et malicieusement mon argent. L'argent pour lequel j'avais littéralement saigné pour garder un toit au-dessus de leur tête. Tout cela pour emmener mon frère millionnaire et sa femme snob en vacances de luxe en première classe. Ils volaient mon avenir pour financer ses loisirs. La trahison était si profonde, si immense. C'était comme un coup physique dans la poitrine, me laissant meurtri et à bout de souffle. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Le poids de cette découverte m'écrasait et je ne pouvais pas le porter seul. J'avais l'impression de perdre pied avec la réalité. J'ai appelé mon oncle Michel. Michel était le frère cadet de mon père. La seule personne de la famille qui semblait toujours raisonnable, terre à accent grave terre et saine d'esprit. C'était l'oncle qui m'emmenait à la pêche quand j'étais enfant, quand mon père était trop occupé à aduler Thomas. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant miteux à la lisière de la ville. J'ai glissé les relevés bancaires imprimés et mes notes de l'appel avec l'agence de voyage sur la table en formica collante. Michel les a regardés, le visage complètement impassible. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas semblé choqué. Il a juste pris une gorgée lente de son café noir. « Michel, il me vole ?» ai-je dit, la voix brisée par un mélange de chagrin et de rage. Il détourne littéralement le fond de la maison pour payer des vacances de luxe à Thomas. L'argent que je leur ai donné pour le toit, pour les taxes. Tout va dans des billets de première classe. Michel a poussé un soupir condescendant qui m'a instantanément hérissé le poil. Il a repoussé les papiers de l'autre côté de la table, face cachée. « Marc, tu dois te calmer », a dit Michel d'un ton mielleux et dédaigneux. « Ce n'est que de l'argent. Tu es jeune. Tu peux en gagner d'autres. Tes parents vieillissent. Ils ne sont pas partis en voyage depuis des années. Ils méritent une pause. Et Thomas? Eh bien, Thomas a beaucoup de pression sur les épaules pour maintenir son image dans le monde des affaires. Maintenir son image avec mon argent, ai-je exigé, me penchant en avant, n'en croyant pas mes oreilles. Il conduit une Porsche, Michel. La famille, c'est la famille, Marc, a dit Michel doucement, ses yeux fuyant les miens. Tu gagnes bien ta vie avec tes trucs informatiques, ou tu finiras par le faire. N'en fais pas toute une histoire. Tu vas briser la famille pour quelques milliers de dollars. Ravale ta fierté, Marc. Sois plus intelligent que ça. Laisse-leur cette unique chose.
J'ai regardé Michel. Je l'ai vraiment observé. J'ai remarqué la montre en or neuve et coûteuse qui brillait à son poignet. Une montre qu'il n'avait absolument pas les moyens de s'offrir avec sa maigre pension de retraite. Une prise de conscience froide et terrifiante m'a glacé le sang. Michel n'essayait pas de me réconforter. Il n'essayait pas de maintenir la paix. Il essayait de me faire taire. Il faisait partie de ce système de mensonges. J'ai hoché lentement la tête, comprenant que toute discussion était parfaitement inutile. J'ai récupéré mes papiers, je me suis levé, j'ai jeté un billet de 5 $ sur la table pour le café et je suis sorti du restaurant pour affronter le vent glacial. Je pensais que mes parents et mon frère étaient les seuls monstres de cette histoire. Je me trompais. La pourriture était bien plus profonde. L'arbre généalogique tout entier était malade, et j'étais la seule branche saine qu'ils essayaient de casser pour en faire du bois de chauffage. Je suis retourné à mon bureau dans un silence complet et assourdissant. Le choc et le chagrin avaient entièrement disparu, remplacés par une rage glaciale, calculée et implacable. J'en avais absolument fini d'être la victime. J'en avais fini d'être le distributeur automatique crédule de la famille. S'ils voulaient jouer avec ma vie, mon argent et mon avenir, j'allais réécrire les règles, et j'allais m'assurer qu'ils perdent tout. Je me suis assis à mon bureau, j'ai fait craquer mes articulations et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Des mois auparavant, j'avais été retiré discrètement et sans cérémonie d'une discussion de groupe familial sur une application de messagerie cryptée. Ils avaient prétendu qu'il s'agissait d'un bug, d'un geste accidentel de ma mère. Je savais que ce n'était pas le cas, mais à l'époque, je ne m'en étais pas assez soucié pour forcer mon retour. Maintenant, je m'en souciais profondément. En utilisant quelques vulnérabilités d'infrastructures que j'avais découvertes en testant les protocoles de sécurité de mon propre logiciel, j'ai contourné les restrictions d'administrateur de l'application. Il m'a fallu moins de 20 minutes pour copier discrètement tout l'historique des discussions directement sur mon disque local sécurisé. Je ne voulais pas les alerter. Je voulais juste lire ce qu'ils disaient quand ils pensaient que je n'étais pas dans la pièce. L'écran s'est rempli de centaines de messages. Je suis remonté à la date à laquelle le débit de 5 000 $ d'Oasis Travel avait été effectué. Ce que j'ai lu m'a rendu physiquement malade. Hélène, Thomas, es-tu sûr que Marc ne va pas remarquer les 5 000 $ manquants sur le compte? Il surveille ce truc comme un faucon. Thomas, oh, ne t'en fais pas pour Marc, maman. Il est tellement plongé dans sa petite start-up qu'il sait à peine quel jour on est. De toute façon, il a l'habitude de payer les factures. S'il le remarque, je lui dirai simplement que le chauffe-eau a explosé. Sophie, Dieu merci. J'ai désespérément besoin de bronzer, cet hiver est déprimant, et Thomas a besoin d'échapper au stress de la ville. Nous le méritons. Thomas, ne t'inquiète pas, maman. Dès que mon gros contrat sera conclu, je remettrai l'argent. Marc ne le saura pas avant que l'argent ne soit déjà dépensé. C'est infaillible. Laissons le geek de la tech financer notre train de vie pendant un moment. Il ne se contentait pas de me prendre mon argent. Il se moquait activement et méchamment de mon dévouement. Il considérait mon travail acharné, mes nuits tardives, mes sacrifices comme une faiblesse à exploiter pour leur propre plaisir. J'ai pris des captures d'écran en haute résolution de chaque message. J'ai archivé les métadonnées pour prouver les dates et les heures. J'ai tout sauvegardé sur 3 serveurs sécurisés distincts et lourdement cryptés. J'étais en train de monter un dossier de poursuite fédérale, et il me fournissait les preuves sur un plateau d'argent tout en ricanant. Mais alors que je relisais les journaux de discussion, mon esprit analytique revenait sans cesse sur une phrase spécifique de Thomas, « Dès que mon gros contrat sera conclu, je remettrai l'argent. » Thomas était censé être un cadre marketing riche et brillant. Pourquoi avait-il besoin que mes parents détournent de l'argent pour financer ses vacances? Pourquoi ne payait-il pas lui-même? Cela n'avait aucun sens logique. La Porsche, les costumes sur mesure, l'attitude arrogante, tout cela n'était qu'une façade. Mais qui avait-il en dessous? J'ai creusé davantage. J'ai abandonné le code de ma start-up pour la nuit et j'ai commencé à effectuer des vérifications d'antécédents complètes à l'aide de bases de données financières publiques. De dossiers judiciaires et de logiciels d'investigation hautement spécialisés auxquels mon entreprise avait accès pour l'analyse des fraudes. J'ai examiné de près sa glorieuse entreprise de marketing. Il m'a fallu moins de 3 heures pour démêler complètement le mensonge. J'ai découvert la vérité, massive et laide, que toute la famille essayait désespérément de cacher. Thomas n'avait pas reçu de promotion depuis 3 ans.
En fait, et ne travaillait même plus. Il avait été mis à pied administrativement 6 mois auparavant, dans l'attente d'une enquête interne pour négligence grave. Mais ce n'était même pas le pire. J'ai trouvé une série de procédures civiles publiques sous une légère variante de son nom, utilisant son premier prénom légal et le nom de jeune fille de ma mère pour échapper à une recherche rapide. Thomas se noyait dans un océan spectaculaire de dettes. Pas des dettes hypothécaires, pas des prêts étudiants, des dettes de jeu. Il devait des dizaines de milliers de dollars à un syndicat de jeux clandestin et impitoyable au Nevada. La Porsche de luxe était en leasing, avec 3 mois de retard de paiement, sous le coup d'une saisie imminente. Les costumes coûteux provenaient de cartes de crédit à taux d'intérêt exorbitants, tout au plafond. Le voyage à Miami n'était pas de simples vacances en famille. C'était la célébration d'un renflouement financier. J'ai croisé les dates des dossiers judiciaires avec celles du conjoint. La semaine même où mes parents avaient commencé à exiger des contributions plus élevées pour les impôts fonciers et la réparation du toit, un virement massif avait été envoyé à une agence de recouvrement de dettes à Las Vegas. Mes parents ne lui avaient pas seulement acheté des billets d'avion. Ils vidaient systématiquement mes économies depuis des mois pour éponger les énormes dettes de jeu de Thomas, afin que sa femme snob Sophie ne demande pas un divorce houleux et ne les entraîne tous dans une bataille humiliante pour la garde des enfants. Ils avaient sacrifié mon avenir entier, ma stabilité financière, pour protéger le mensonge pathétique et chancelant de Thomas. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond, la lueur du moniteur éclairant le bureau sombre. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Je ne ressentais plus de tristesse. Le chagrin avait disparu. Je me sentais incroyablement puissant. Je savais absolument tout. Il ne savait absolument rien. L'échiquier était en place, et j'avais déjà gagné. Le lendemain après-midi, pile à l'heure, mon téléphone a sonné. C'était Arthur. J'ai laissé sonner 3 fois, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon rythme cardiaque et j'ai répondu, adoptant ma meilleure voix de fils soumis. Marc, a dit Arthur, sa voix portant ce ton théâtral et lourd bien connu d'un patriarche accablé par une crise insurmontable. Je regardais les comptes ce matin. Le couvreur vient de passer et nous a donné une estimation finale. C'est mauvais, mon fils. Vraiment mauvais. Il nous faut encore $2000 d'ici demain matin, sinon l'eau va commencer à s'infiltrer directement par le plafond du salon. C'était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Si je n'avais pas vu les reçus d'Oasis Travel, si je n'avais pas lu les messages révoltants du groupe de discussion, si je n'avais pas découvert les dettes de jeu de Las Vegas, j'aurais cru chaque mot. J'aurais senti la culpabilité me tenailler la poitrine et j'aurais vidé mon portefeuille. $2000, ai-je demandé, gardant ma voix parfaitement neutre, jouant le rôle du fils stressé mais dévoué. C'est beaucoup d'argent à trouver si rapidement. Papa, j'ai à peine de quoi payer les salaires de la start-up cette semaine. Je sais, Marc, a soupiré Arthur, jouant la victime avec une précision digne d'un Oscar. Mais la famille se serre les coudes quand les temps sont durs. Tu veux que cette maison soit à toi un jour, n'est-ce pas? Ton héritage, ton patrimoine est lié à cette maison. Thomas est complètement à sec avec ses nouveaux investissements professionnels, alors je dois compter sur toi. Tu es mon pilier, Marc. Il mentait avec une aisance si effrayante que c'en était glacial. Très bien, papa, ai-je dit doucement, feignant un accord réticent. Je vais voir ce que je peux faire. Laisse-moi vérifier mes fonds disponibles, parler à Chloé pour repousser certains paiements de serveurs, et je te recontacter ce soir. Bon garçon, a dit Arthur, une pointe distincte de triomphe audible dans sa voix. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'aime, mon fils. Il a raccroché. J'ai immédiatement ouvert mon portail bancaire personnel, mais je n'ai pas transféré un seul centime vers le compte joint. À la place, j'ai exécuté un virement bancaire sécurisé, déplaçant chaque centime de mes économies personnelles, de mon fonds d'urgence et du capital opérationnel de ma start-up vers un tout nouveau compte hautement sécurisé, dans une institution bancaire complètement différente. À l'autre bout du pays. J'ai laissé exactement 42 centimes sur mon ancien compte courant. La banque de Marc était officiellement et définitivement fermée. Qu'ils essaient donc de presser un citron déjà vidé. Le lendemain matin, je ne me suis pas rendu à ma start-up. J'ai enfilé mon seul beau costume et je suis entré dans un gratte-ciel étincelant aux parois de verre du quartier financier. Je n'étais pas là pour une présentation technologique ou une réunion d'investisseurs. J'étais là pour voir Claire. Claire était une avocate d'affaires redoutable,
spécialisée dans les litiges financiers complexes, le recouvrement d'avoirs et les contentieux civils. Elle était connue pour être un requin en costume sur mesure. Et à ce moment-là, j'avais besoin du plus grand et du plus impitoyable requin de l'océan. Je me suis assis en face de son immense bureau en acajou verni et j'ai posé un dossier volumineux en plein centre de la table. « Que avons-nous là ?» m'a demandé Claire, ses yeux vifs et intelligents scrutant mon visage, devinant la gravité de la situation. « Une fraude systémique », ai-je dit clairement, la voix froide et posée. « Abus financier, détournement de fonds sous de faux prétextes. Techniquement, c'est une affaire de famille, mais je veux qu'elle soit traitée comme un crime d'entreprise impitoyable. Pas de quartier. » Claire a ouvert le dossier. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, un silence de mort a régné dans la pièce, interrompu seulement par le froissement des feuilles de papier. Elle a passé en revue méticuleusement les relevés bancaires, les reçus de l'agence Oasis Travel, les captures d'écran imprimées de la discussion cryptée et les documents publics sur les dettes de jeu de Thomas que j'avais compilés. Je l'observais. Elle n'a pas poussé de soupir choqué, elle n'a pas offert de fausses sympathies. Elle tournait les pages méthodiquement, son expression devenant plus froide, plus tranchante, de plus en plus concentrée. « Laissez-moi résumer », a dit Claire en tapotant son stylo en argent sur le bureau. Ils ont utilisé un compte joint explicitement destiné à l'entretien immobilier et aux taxes foncières pour rembourser des dettes de casino personnel et réserver des voyages de luxe. De plus, ils ont activement et continuellement trompé le principal contributeur du compte, vous, pour solliciter davantage de fonds sous des prétextes entièrement fallacieux. Et vous avez des preuves écrites et horodatées de leur intention de tromper. Tout à fait, ai-je confirmé en désignant les journaux de discussion. Marc, c'est en béton armé, a dit Claire en levant les yeux vers moi, une lueur de prédateur dans le regard. Ce n'est pas une simple dispute de famille. C'est une fraude caractérisée. Nous pouvons intenter une action civile massive pour abus de confiance. Je peux demander à un juge dès cet après-midi un gel d'urgence du compte joint et de tous les avoirs qui y sont liés. Faites-le, ai-je dit sans une seule seconde d'hésitation. Rédigez la plainte. Préparez l'injonction pour le gel, mais ne la déposez pas encore. Je veux que le piège se referme lorsqu'ils seront pleinement exposés, là où cela leur fera le plus mal. Claire a souri d'un sourire acéré et incroyablement redoutable. Vous êtes un homme très patient et très dangereux, Marc. Je suis ingénieur, Claire. Je ne construis pas des systèmes pour qu'ils échouent. Je les construis pour qu'ils s'exécutent à la perfection. Pendant que Claire préparait la guillotine juridique, s'assurant que la paperasse soit irréprochable, je devais m'assurer que le piège technique soit tout aussi infaillible. Je suis retourné à ma start-up, j'ai retiré mon costume et je me suis remis au code. Ma partenaire Chloé et moi travaillions sans relâche depuis 8 mois pour décrocher un contrat d'envergure qui allait changer la donne avec la Apex National Bank. Par coïncidence, ou peut-être par intervention divine, la Apex National était précisément l'institution bancaire où mes parents détenaient leurs comptes joints, leurs comptes personnels et leurs lignes de crédit. Notre logiciel propriétaire, baptisé Sentinel AI, était un chef-d'œuvre de code. Il était conçu pour surveiller en temps réel les données de transactions sur des millions de comptes et signaler, isoler et geler instantanément les comptes montrant des signes de fraude coordonnée, de détournement ou de crimes financiers fédéraux. Monsieur Dupont, le PDG d'Apex National, un homme austère et intransigeant qui accordait une importance primordiale à la sécurité institutionnelle, était assis dans notre salle de conférence pour examiner le contrat de déploiement final. Marc, si ce logiciel fonctionne exactement comme vous le prétendez lors des tests de résistance, il va faire économiser des millions à cette banque en responsabilité et en amende fédérale, a dit Monsieur Dupont en débouchant son stylo pour signer l'épais document. Nous intégrons Sentinel directement dans notre système central ce week-end. Il aura toute autonomie pour verrouiller les activités suspectes. Il fonctionne, Monsieur Dupont, ai-je dit en lui serrant fermement la main, dissimulant l'immense satisfaction qui bouillonnait en moi. Il détecte des schémas que les auditeurs humains ne voient pas. Il signale les acheminements non autorisés, les catégories de dépenses suspectes et le blanchiment entre comptes sans la moindre hésitation. Il est impitoyable. J'ai observé avec une satisfaction tranquille l'équipe informatique d'Apex National entamer le processus d'intégration massive. Ils installaient littéralement le cerveau de mon entreprise dans le système nerveux de la banque. Mes parents n'avaient absolument aucune idée que l'argent qu'ils me volaient se trouvait dans un coffre-fort que je gardais désormais personnellement. Je n'étais plus une victime pleurant sur son sort. J'étais l'architecte de leur chute imminente, et je détenais la clé maîtresse de toute leur existence financière.
Le week-end est enfin arrivé, et le voyage tant attendu à Miami a commencé. Même si j'avais mis mon propre argent en sécurité, le compte joint contenait toujours la somme importante que mes parents avaient amassée pour ce voyage, ainsi que les lignes de crédit associées. Je n'avais pas besoin de deviner ce qu'ils faisaient ou de me demander s'ils s'amusaient. Sophie, la femme vaniteuse et avide d'attention de Thomas, fournissait un documentaire en temps réel de leur larcin sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte fictif, complètement intraçable, et j'ai surveillé ses publications d'heure en heure. Une photo de 4 cartes d'embarquement de première classe posées contre la vitre du salon de l'aéroport. Légende en route. On échappe à la grisaille hivernale avec la meilleure famille du monde. Une vidéo panoramique d'un immense appartement terrasse en front de mer. La caméra balayait la vue sur l'océan, montrant Thomas ouvrant une bouteille de champagne hors de prix. Légende, on le mérite. Le travail acharné finit par payer. Une photo de Thomas portant des lunettes de soleil de créateur, posant fièrement à côté d'une Lamborghini jaune de location devant un club huppé. Légende, mon roi et son nouveau jouet. On vit notre rêve. Chaque publication était une dague destinée à me frapper dans le dos, mais je ne saignais pas. Je me contentais de prendre des captures d'écran. L'arrogance de Sophie était stupéfiante, presque comique tant elle était aveugle. Elle publiait des photos de dîners de fruits de mer coûteux, se plaignait de la lenteur du service dans les restaurants 5 étoiles, se vantait de dépenser des milliers de dollars sur un coup de tête dans des boutiques de créateurs. Et le comble de l'indécence fut une photo montrant ma mère, Hélène, vêtue d'une robe de soie neuve, une coupe de champagne à la main sur le pont d'un yacht loué. La légende disait, santé à ceux qui rendent tout cela possible. Pas d'énergie toxique autorisée sur ce voyage. Que des bonnes ondes. Énergie toxique. C'était leur nouveau mot de code pour me désigner. Le gars qui travaillait 80 heures par semaine en mangeant des nouilles et en vidant ses économies pour payer leurs fausses factures était toxique, parce qu'il risquait de réclamer un minimum de respect ou de compte. Je les ai regardés se gaver de mon sacrifice. Je les ai regardés célébrer leur prétendue victoire frauduleuse. Qu'ils boivent le champagne. Qu'ils conduisent la Lamborghini. L'addition arrivait, et elle allait détruire leur vie de façon permanente. C'était mardi matin. Le piège était entièrement armé. Le logiciel était intégré et les documents juridiques attendaient sur le bureau d'un juge. J'étais assis à mon bureau, surveillant en temps réel les journaux du serveur de l'intégration d'Apex National sur mon second écran. J'ai vu les requêtes en provenance de Miami, un petit déjeuner dans un hôtel 5 étoiles, un achat massif dans une boutique de créateurs haut de gamme. Puis j'ai remarqué une anomalie importante dans les journaux, une adresse IP située à Wichita, au Kansas, tentait d'accéder au portail du compte joint. J'ai immédiatement tracé l'IP. C'était Michel, mon oncle pacificateur et bienveillant. Il se connectait en utilisant les identifiants de ma mère pour initier un virement massif, essayant probablement de déplacer plus de fonds depuis une ligne de crédit secondaire pour couvrir leurs dépenses extravagantes et incontrôlées à Miami. Michel ne se contentait pas de fermer les yeux. C'était l'homme de l'intérieur qui facilitait activement le vol tout en me disant d'être plus intelligent et de laisser couler. À cette seconde précise, mon téléphone a vibré. C'était le SMS de Hélène. Le SMS par lequel toute cette histoire a commencé. Marc, nous sommes en vacances à Miami avec Thomas et Sophie. Nous avons vidé le compte joint. Ah, tu travailles trop, mon chéri. Laisse-nous gérer les finances. N'oublie pas de verrouiller la maison si tu y passes. C'était là. La confirmation finale et arrogante, la preuve absolue et indéniable de leur malveillance. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient atteindre, et ils voulaient que je le sache. J'ai répondu, bonne chance. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai ouvert l'application bancaire Apex National sur mon téléphone. J'ai navigué jusqu'aux cartes de crédit liées au compte joint, les cartes exactes qu'ils utilisaient à cet instant même à Miami pour payer l'appartement terrasse, le yacht et la Lamborghini. D'une main froide, stable et impitoyable, j'ai cliqué sur « Signaler comme compromise volée ». J'ai coché la case pour « Activité frauduleuse non autorisée ». Le système a instantanément désactivé les cartes. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai envoyé un unique message sécurisé à Claire, lancez le gel maintenant. En moins de 60 secondes, Claire a déposé l'injonction d'urgence auprès du tribunal. Au même moment, le logiciel Sentinel AI au sein d'Apex National a détecté l'annulation soudaine des cartes, l'a croisée avec les retraits d'argent massifs et inhabituels effectués depuis l'adresse IP de Michel,
et a déclenché un protocole de sécurité automatisé de niveau 1. Le compte joint n'a pas seulement été gelé. Il a été complètement verrouillé en vertu des réglementations bancaires fédérales, dans l'attente d'une enquête pour fraude massive. Chaque carte, chaque ligne de crédit, chaque actif lié à leur nom dans cette banque a été instantanément volatilisé. Je me suis adossé à mon fauteuil, j'ai pris ma tasse de café de bureau bon marché et j'en ai bu une goulée lente et profondément satisfaisante. Le silence dans mon bureau était magnifique. À Miami, l'ouragan venait de toucher terre, et il se trouvait sur la plage sans parapluie. Je pensais savoir quel goût avait la vengeance, mais je me trompais lourdement. Elle avait un goût bien meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le silence de mon bureau, que j'avais cultivé si soigneusement, a été brisé 20 minutes plus tard par la série d'appels téléphoniques la plus chaotique, acharnée et désespérée que j'ai jamais connue. Mon téléphone est devenu un charbon ardent dans ma main, vibrant sans cesse contre le bureau en acajou, rappel rythmique et strident de la tempête massive que je venais de déchaîner sur leur vie de parasites bien organisés. D'abord, ce fut ma mère, Hélène. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir que c'était elle. J'ai répondu et sa voix a frappé mon oreille avec un ton aigu, hystérique et haché, que je ne reconnaissais même pas comme humain. C'était un son dépourvu de toute chaleur maternelle, remplacé par un sentiment de supériorité pure, brut et aveuglant. « Marc, qu'est-ce que tu as fait ? Écoute-moi bien. Le caissier vient de nous dire que nos cartes sont refusées. Nous sommes à la caisse d'une boutique de créateurs et il y a une file d'attente énorme derrière nous. Les gens nous regardent. Ils chuchotent. Marc, règle ça immédiatement. Ne nous affiche pas comme ça. Comment oses-tu jouer à ce genre de jeu avec nous ? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éloigné le téléphone de mon oreille, regardant le compteur d'appels entrants grimper. Un décompte numérique de leur détresse grandissante et terrifiante. Alors que l'appel basculait sur messagerie, le téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Mon père était le suivant, Arthur. Il hurlait, non pas après moi, mais dans le vide. Sa voix résonnait de la panique primitive et indubitable d'un homme qui venait de réaliser soudainement et violemment qu'il était complètement, totalement impuissant pour la toute première fois de sa vie. Marc, décroche ce téléphone. Nous sommes bloqués à la réception de l'hôtel. Ils nous disent que notre réservation est signalée pour défaut de paiement. Le directeur parle d'appeler la sécurité locale. Décroche, bon sang. Utilise ta ligne de crédit professionnelle. Règle ça tout de suite, sinon, je te jure que tu le regretteras le reste de ta vie. J'ai ressenti un frisson de satisfaction froid, tranchant et profondément mérité. Mais je n'ai pas triomphé à haute voix. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté professionnel. Je suis resté silencieux. J'étais un homme d'affaires. Et en ce moment, mon affaire consistait à gérer les conséquences catastrophiques et tardives de leur choix. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face cachée sur mon bureau, et j'ai pris une longue et lente inspiration pour me calmer. Je savais exactement ce qui se passait à Miami. Sentinel AI n'avait pas seulement signalé le compte. Il avait initié un verrouillage de sécurité de niveau 1. Cela signifiait que la banque avait effectivement gelé le moindre actif liquide, ligne de crédit et point d'accès de débit associés au compte joint. Ils n'étaient pas seulement embarrassés. Ils étaient pris au piège dans une ville inconnue, sans aucun moyen de payer une chambre, un repas ou un billet d'avion pour rentrer. Ils éprouvaient pour la première fois la vulnérabilité totale dans laquelle j'avais vécu pendant des mois. Ils goûtaient à la panique qu'ils m'avaient si négligemment infligée. Le véritable piège, cependant, les attendait à Wichita. Ils allaient devoir rentrer au Kansas en avion, probablement en suppliant ou en empruntant de l'argent à une pauvre âme qui ne connaissait pas encore la vérité, pour venir faire face à la réalité. Et quand ils le feraient, ils découvriraient que la vie de parasite confortable qu'ils avaient bâtie sur mon dos s'était évaporée. 2 jours plus tard, j'étais assis au fond d'une petite salle d'audience lambrissée. L'atmosphère y était étouffante, sentant le café rassis, la cire pour sol industriel et l'odeur sèche et suffocante des vieux documents juridiques poussiéreux. La climatisation bourdonnait d'un bruit mécanique agaçant. Mon avocate, Claire, était assise à mes côtés, sa mallette ouverte, son attitude aussi fraîche et tranchante que la lame d'un chirurgien. Elle avait passé les dernières 48 heures à préparer la moindre preuve, transformant mes mois de collecte méticuleuse et silencieuse de données en un piège juridique impossible à fuir. Elle ne regardait pas la partie adverse. Elle ne regardait que la vérité.
et elle était prête à les démonter pièce par pièce. De l'autre côté de l'allée, ils sont arrivés, Arthur, Hélène et Thomas. Ils semblaient radicalement différents de ce qu'ils laissaient paraître sur les photos de Miami vibrantes, arrogantes et filtrées que j'avais vues sur les réseaux sociaux. Le bronzage doré était toujours là, mais l'arrogance avait été complètement remplacée par une peur fébrile et saccadée. Ils ressemblaient à des gens qui venaient de réaliser que le navire sur lequel ils naviguaient coulait, et qu'ils n'avaient plus de canot de sauvetage. Thomas, l'homme qui se vantait de sa Porsche de luxe et de ses contrats mirifiques, avait l'air complètement négligé, son costume était froissé, ses cheveux en bataille, ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil et la terrifiante prise de conscience de sa ruine. Il vérifiait nerveusement son téléphone à tout bout de champ, ce qui, je le savais, était parfaitement inutile, sa ligne ayant probablement été résiliée pour défaut de paiement en même temps que le reste de sa vie numérique. Lorsqu'ils m'ont aperçu, le changement d'expression sur leur visage a été fascinant à observer. Arthur est passé de l'angoisse à une rage meurtrière. Il a commencé à se lever, le visage virant au violet foncé, pointant un doigt tremblant vers moi. « Toi, petite vermine. C'est toi qui as fait ça. Tu nous as sabotés. Tu as ruiné notre réputation. Tu as gâché nos vacances. » Claire n'a même pas levé les yeux de ses notes. Elle a simplement prononcé d'un ton bas, clair et glacial, « Monsieur Keller, si vous prononcez un mot de plus dans cette salle d'audience sans que la juge ne s'adresse à vous, je vous ferai expulser pour outrage au tribunal. Et je veillerai à ce que l'huissier sache exactement pourquoi vous êtes poursuivi pour fraude. Vos vacances ont pris fin à la seconde où vous avez décidé de voler de l'argent qui ne vous appartenait pas. » Arthur s'est rassis, la bouche se refermant comme un piège en métal. Il m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'y avais jamais vu, de la peur. Pas la peur d'un parent inquiet pour son enfant, mais la peur pure et simple d'un homme qui réalisait qu'il avait sous-estimé la puissance de son adversaire. Il avait peur de moi. Il avait peur de ce que j'étais devenu. Thomas s'est penché vers moi, sa voix n'étant plus qu'un murmure désespéré et rauque. « Marc, écoute, c'est juste un malentendu. On avait juste besoin d'un prêt. Maman et papa ont paniqué. Parlons-en entre nous, comme une famille. On peut régler ça en dehors du tribunal. On n'a pas besoin d'avocat. Je peux te rembourser. J'ai juste besoin d'un peu de temps. S'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai regardé Thomas. Y ai regardé l'homme qui s'était moqué de mon travail tout en volant mon avenir. L'homme qui avait dilapidé la sécurité de ses propres enfants au jeu pour nourrir sa pitoyable vanité. Je me suis penché en avant, ma voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure, aussi froide que de l'azote liquide. « Thomas, tu n'es pas ma famille. Tu es un boulet. Et le temps des discussions a pris fin quand tu as commencé à voler. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas d'argent. Il ne te reste plus rien d'autre que les mensonges que tu as racontés. Tu vas écouter la vérité aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. » La pièce était lourde du poids de mes mots. J'ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller. Elle comprenait enfin que le fils qu'elle avait écarté comme « toxique » était le seul rempart entre eux et une annihilation financière totale. L'air semblait rare, pour la première fois, les rôles étaient inversés. C'était moi qui avais le contrôle, et c'était eux qui suppliaient pour une bouée de sauvetage que je n'avais aucunement l'intention de leur lancer. Ce n'était pas un simple procès. C'était un règlement de compte, et j'allais en savourer chaque seconde. La juge, une femme pragmatique nommée juge Laroche, a pris place et la salle est devenue d'un calme de plomb. Elle a baissé les yeux sur la montagne de documents que Claire avait déposés, les sourcils froncés par la concentration. Elle a ajusté ses lunettes et a examiné les dossiers comme si elle autopsiait un corps. Il s'agit d'une action civile pour abus de confiance présumé et fraude financière coordonnée, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans la salle. Le plaignant, Marc Keller, affirme que des fonds destinés à l'entretien de l'immobilier familial ont été systématiquement détournés pour des dettes personnelles et des voyages de luxe. Défendeur. Arthur s'est levé, la voix tremblante d'une indignation feinte et théâtrale. Il tentait de projeter l'image d'un patriarche digne, mais il n'avait l'air que désespéré. « Votre honneur, c'est une affaire de famille. Marc est notre fils. Il a accepté de contribuer aux charges de la maison familiale. Il est simplement vexé parce que nous avons décidé de partir en voyage et qu'il n'était pas invité. C'est du harcèlement. Il essaie de nous punir de vivre notre vie. C'est un différend personnel, pas un crime.
Il essaie de traîner sa famille dans la boue parce qu'il est amer du succès de sa propre start-up. Claire n'a pas perdu une seconde. Elle s'est levée, élégante et d'une précision redoutable. Votre honneur, il ne s'agit pas d'une invitation à un voyage. Il s'agit d'un schéma systématique et calculé de vol sur 3 mois. Elle a commencé à se déplacer, projetant les preuves sur le grand écran de la salle d'audience. Ce fut un assaut numérique. D'abord, les relevés bancaires. Elle a mis en évidence les dates, les lieux, les prélèvements de luxe massifs à Miami, l'hôtel, la voiture, le shopping, puis les a comparés aux dates de mes virements portant la mention « Entretien hypothèque ». C'était incontestable. L'argent avait coulé directement de mon compte vers leurs vacances, en évitant complètement l'hypothèque. C'était un chemin de vol clair et sans ambiguïté. Puis elle a sorti sa carte maîtresse, les journaux de discussion cryptés. « Votre honneur », a dit Claire, sa voix teintée d'un mépris professionnel évident. Les défendeurs prétendent qu'il s'agit d'un malentendu. Veuillez lire les messages échangés entre les parties. La salle d'audience est restée silencieuse pendant que tout le monde lisait les SMS projetés. Les commentaires moqueurs de Thomas sur ma start-up. Le mépris désinvolte et cruel de ma mère pour mes économies durement gagnées, qu'elle considérait comme quelque chose qui ne me manquerait pas. Les preuves étaient accablantes. Mais ce n'était pas encore le coup de théâtre. Ce n'était que la fondation. La véritable révélation était encore à venir. Et je pouvais voir la sueur perler sur le front de Thomas, brillant sous les néons crus de la salle d'audience. Et maintenant, a poursuivi Claire, sa voix se faisant plus basse. Pour ce qui est de l'intention, nous devons regarder où est allé le reste des fonds. Elle a affiché les dossiers financiers publics que j'avais découverts. Elle a montré au tribunal les virements bancaires récurrents et massifs du compte joint de mes parents vers le syndicat de jeux de Las Vegas. Les défendeurs ne prenaient pas seulement de l'argent pour un voyage. Ils épongeaient les dettes de jeu illégales du fils aîné, utilisant de fait les revenus du plaignant pour financer une activité criminelle. Un murmure de stupeur a parcouru le public. Le visage de Thomas est devenu blanc, puis d'un gris de plomb. Ma mère a couvert sa bouche de sa main, éclatant en sanglots. Mais c'étaient les sanglots théâtraux et paniqués de quelqu'un qui comprenait que le jeu était définitivement terminé et qu'il n'y avait plus d'issue. « Mais votre honneur », s'est écrié Thomas, perdant toute contenance. « Ce n'est pas pertinent. Marc a donné son accord pour ce compte. C'était de l'argent familial. Marc a donné son accord pour un compte destiné à l'entretien de l'hypothèque, l'a corrigé sèchement Claire, le faisant taire instantanément. Pas pour l'agence Oasis Travel ni pour le recouvrement de dettes à Las Vegas. Et voici la pièce de résistance, l'élément qui fait de cette affaire un délit fédéral. Elle s'est tournée vers le fond de la salle d'audience, et Monsieur Dupont, le PDG d'Apex National Bank, s'est avancé vers la barre des témoins. La salle est devenue d'un calme absolu. Le PDG d'une grande banque nationale ne se déplace pas pour de simples querelles de voisinage. Sa seule présence signalait qu'il s'agissait désormais d'une question de sécurité institutionnelle, et non d'une banale dispute familiale. Monsieur Dupont, a demandé Claire. Pouvez-vous expliquer au tribunal les circonstances entourant le gel du compte des Keller? Absolument, a répondu Dupont d'une voix forte et autoritaire. Le système central d'Apex National est équipé de Sentinel AI, un logiciel exclusif de détection des fraudes déployé par l'entreprise de Monsieur Keller. Notre système a signalé les transactions des Keller comme des schémas de blanchiment à haut risque en quelques millisecondes. Nous n'avons pas gelé le compte en raison d'un simple litige. Nous l'avons gelé parce que nos systèmes ont identifié une violation fédérale des lois sur la fraude bancaire par virement. Nous préparons actuellement la transmission de ces dossiers au ministère de la Justice. La bombe venait d'exploser. Les Keller ne faisaient plus seulement face à une poursuite civile. Ils étaient désormais sous le coup d'une enquête fédérale pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. Ma mère a commencé à hurler de désespoir, devant être contenue par l'huissier. Mon père semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque, les mains agrippées à la barrière. Thomas fixait le sol, anéanti. Toute sa façade de richesse et de succès venait de s'effondrer en poussière. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas souri. Je suis resté assis, le cœur calme, à les regarder sombrer. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de voir enfin la vérité éclater au grand jour. C'était le moment où l'architecte voit enfin sa structure tenir bon tandis que la démolition s'abat sur quelqu'un d'autre. C'était le moment où je réalisais qu'il n'avait jamais eu le moindre pouvoir sur moi.
Je leur avais simplement permis d'emprunter le mien. Les retombées ont été immédiates, totales et absolues. La juge n'a pas eu besoin de délibérer longtemps. Elle a rendu un verdict immédiat. Les défendeurs devaient rembourser chaque centime avec intérêt, et la maison, cet héritage qu'ils avaient utilisé comme une arme contre moi, a été saisie et mise en vente pour satisfaire au jugement. Lorsque nous sommes sortis du tribunal, la scène était un chaos indescriptible. Des journalistes de la presse locale nous attendaient à la sortie, les flashs crépitant sur nos visages. L'histoire de cet entrepreneur de la tech qui traînait sa famille de voleurs devant un tribunal fédéral avait fuité. Et à Wichita, on ne parlait plus que de ça. Thomas a été poussé dans un taxi par Sophie, qui hurlait déjà au sujet d'avocats et de pensions alimentaires, le visage déformé par la rage. Je les ai regardés s'éloigner. Mon frère, l'enfant prodige, n'était plus qu'un joueur compulsif ruiné et déshonoré, avec une enquête fédérale suspendue au-dessus de la tête. Mes parents se tenaient à côté de leur Porsche, qui était alors examiné par un agent de la banque. La banque reprenait tout. La voiture, les bijoux, la maison, les économies, tout retournait aux créanciers. Arthur a tenté de croiser mon regard. Son visage était un masque de honte suppliante et désespérée. Il avait l'air insignifiant. Il avait l'air vieux. Il ressemblait à l'homme pathétique qu'il avait toujours été sous ses costumes et son arrogance. Je ne me suis pas arrêté. Je suis passé devant eux comme s'ils étaient des fantômes. Je ne leur devais aucune explication. Je ne leur devais pas d'excuses. Je leur devais exactement ce qu'ils m'avaient donné, rien. En l'espace d'une semaine, la maison était vide. Un panneau, à vendre, trônait sur la pelouse. Un blog d'information locale a publié l'histoire complète, accompagné des messages de la discussion et des documents de fraude bancaire. L'entreprise de Thomas l'a licencié dès le lendemain. Sa femme a demandé le divorce avant le week-end. Mes parents ont emménagé dans un petit appartement exigu à la périphérie de la ville, leur réputation dans nos cercles sociaux réduite en cendres. Il n'était plus personne. Il n'était plus que des ombres. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'ils s'étaient infligé cela tout seuls. C'était eux qui avaient écrit ce SMS. C'était eux qui avaient appuyé sur envoyer pour sceller leur propre destruction. Ils avaient choisi de croire en l'illusion du succès de Thomas plutôt qu'en la réalité de mon dévouement. Et ce choix leur avait coûté tout ce qu'ils possédaient. Le vide qu'ils ressentaient était celui qu'ils avaient créé pour moi, revenant enfin réclamer ses propriétaires légitimes. Je ne ressentais aucune pitié, seulement une paix étrange et tranquille, semblable au calme après le passage d'un violent orage. 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. La valorisation de mon entreprise a triplé. Nous ouvrons un nouveau siège social massif en centre-ville, et Sentinel AI est en cours d'intégration dans de grandes banques à travers tout le pays. Je touche enfin un salaire. Et plus important encore, je vis enfin ma propre vie. Une vie qui n'est pas enchaînée aux attentes de personnes qui ne m'ont jamais vraiment aimé, mais qui n'aimaient que les services que je leur rendais. Je n'ai plus de leurs nouvelles. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai emménagé dans une maison que j'ai achetée pour moi-même, non pas pour une famille, non pas pour un héritage, mais pour l'homme que je suis devenu en me sauvant moi-même. J'ai rempli ma maison de choses que j'aime, des choses qui représentent mes propres goûts et mon propre travail acharné. Des gens me demandent, Marc, tu ne le regrettes pas? Tes parents ne te manquent pas? Et je leur dis la vérité, les parents que je pensais avoir me manquent. La version 2 de mon enfance, celle que j'avais construite dans ma tête pour me rassurer la nuit, me manque. Mais ces personnes n'ont jamais existé. Ils n'étaient que des personnages dans une pièce de théâtre écrite par Thomas et que j'avais été contraint de financer. Me débarrasser d'eux a été le meilleur investissement de toute ma vie. C'était le prix à payer pour ma liberté. Si vous m'écoutez et que vous vous sentez piégé par quelqu'un qui prétend vous aimer tout en vous prenant tout ce que vous possédez, comprenez ceci, vous n'êtes pas égoïste de vouloir protéger votre propre vie. Vous n'êtes pas une personne toxique parce que vous fixez une limite. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité et vous avez parfaitement le droit de protéger vos fondations contre la pourriture. Vous devez être prêt à partir, même s'il s'agit de votre famille, et surtout s'il s'agit de votre famille, car en fin de compte, vous êtes la seule personne qui sera là pour vous quand les lumières s'éteindront. Assurez-vous que la vie que vous protégez est bien la vôtre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Vous avez été des auditeurs formidables et votre soutien a été ma plus grande motivation pour continuer à partager ce parcours.
Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous dû faire ce choix difficile de couper les ponts pour sauver votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Cela aide les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.